Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de la saison, le Late Show de l'après-midi, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Retenez bien, Radio J Mag, abonnez-vous. Nous sommes le jeudi 26 septembre et à peine au pouvoir depuis lundi, les ministres font des boulettes et non pas celles au bœuf et aux cornes de ma grand-mère, mais celles où quand un ministre de l'économie dit qu'il n'est pas mis avec le RN, le Premier ministre appelle Marine Le Pen pour s'excuser. Bientôt, il va demander à Antoine Armand de recopier 100 fois « Je ne dirai pas de mal de Marine, je ne dirai pas de mal de Marine », bref, vous avez compris. Autre bonne nouvelle, qui dit gouvernement nommé, dit grève de la SNCF annoncée le 1er octobre. Ils sont pas contents du gouvernement qui a été formé. Du coup, pour désamorcer, Michel Barnier va copier 100 fois « Je ne nommerai plus de ministre de droite, je ne nommerai plus de ministre de droite ». Par ailleurs, la SNCF, pour nous faire plaisir et nous remercier de notre fidélité, a décidé de nous récompenser, nos autres voyageurs, en appliquant une politique tarifaire de bagages comme dans les avions. Donc si vous avez un bagage trop gros ou trop de bagages, va falloir raquer. La SNCF, à nous de vous faire préférer le train. Bah c'est loupé. En tout cas, en train ou pas, aujourd'hui dans cette émission, nous, on va parler évasion, voyage, découverte, photos et passion, car oui, dans ce studio, j'accueille un amoureux de la création, un impressionniste des temps modernes, que ce soit sur scène, à l'écran, sur toile ou sur papier photo, ce passionné d'animaux, animé aussi par l'écriture des mots MOTS et mots MAUX, aime immortaliser l'instant, l'air du temps, auteur, comédien, réalisateur, autodidacte, il sait dépeindre la société, fait rire sur tous les sujets, armé d'une profonde sensibilité et d'un engagement sans faille, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Patrick Braoudet. Bonjour, merci. Bonjour, merci de venir me rejoindre dans ce studio. Avec grand plaisir. C'est pareil, plaisir vraiment partagé. Comment ça va, Patrick? Bronzé un petit peu. Ça va super. Je rentre, je viens de passer 15 jours en Israël, donc voilà, je suis en forme. Comment ça s'est passé, ce voyage? Vous y étiez allé depuis un moment ou c'était la première fois depuis... Non, en tout cas, je n'y étais pas allé depuis le 7 octobre. Ouais. Écoutez, ça s'est passé... Il y a une énergie incroyable. Les restos, les bars, les plages sont bondés, les gens vivent, revivent, rient. Évidemment, toute la société est sous tension. Ouais. Est sous tension. Il y a les affiches des otages partout, il y a les photos de ceux qui ont été assassinés, il y a tout ça, bien sûr, c'est un mélange. On passe par la place des otages, il y a de la tristesse qui est là, mais il y a cette volonté que vous nous aurez pas, on a envie de vivre, et voilà. C'est ça la bonne phrase, vraiment vous nous aurez pas. Oui, vous nous aurez pas. Ouais. Et c'est impressionnant quand même d'assister à ça, à cette énergie d'un peuple. Oui, et puis alors vous savez, moi j'ai été en plus en plein moment où il y a eu l'histoire des pagers et des talkie-walkie. Ah oui. Alors là, ça a été la fête. Hein. Ah ouais. Là, il y avait une sorte de fierté, une fierté de cette intelligence. Quoi. Ouais. Voilà, parce que c'est vraiment ça. Donc, en fait, c'est ça. Israël, c'est le pays du progrès, de la recherche. Et puis, c'est pas que le progrès technologique, c'est le progrès de l'humanité aussi. C'est le progrès de l'humanité. Et puis c'est cette intelligence, la réflexion. Enfin, tout le monde était évidemment fier de ce que le Mossad a préparé depuis tant d'années. Enfin, c'était un coup extraordinaire. Ah oui, mais c'est vrai que déjà en diaspora, ça a bien retenti. Donc, effectivement, on imagine que là-bas, c'était quelque chose. Ouais. Et donc, ce voyage vous a revigoré d'une certaine manière. Ça vous a fait du bien. Oui, vraiment. Je suis parti là avec mon épouse et on a passé 15 jours vraiment formidables. Ouais. Alors, je dois avouer au public qui nous écoute qu'aujourd'hui, c'est pas grave, on est le lendemain, mais on va quand même le fêter parce qu'hier, c'était votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Je chante avec mon public imaginaire. Ouais, non, ils sont nombreux. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Patrick. Vous avez vu, je vous ai vu. Ouais. Vraiment, je vous souhaite un excellent anniversaire. Merci, c'est gentil. Mais effectivement, on est rentré avant-hier parce qu'il y avait l'anniversaire qui était prévu avec les amis et la famille hier soir. Donc, on est rentré d'Israël la veille. Donc, je vous trouve à un moment serein, là. Oui, serein, bien, vraiment bien, heureux. Ah bah c'est important. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, parce que on vient de vivre un cataclysme. Quoi. On a vécu tous un an où on est mal. Hein, c'est terrible ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, on a une cicatrice indélébile maintenant. On a une cicatrice terrible. On a
compris plein de choses si on n'avait pas compris tout à fait. Oui, c'est ça, pour ceux qui n'avaient pas compris. Pour ceux qui n'avaient pas tout compris, on a vraiment réalisé, des choses sont beaucoup plus claires en même temps. Ouais. Et puis, oui, donc, on est tous marqués par ça, c'est en nous. Profondément. Donc, c'est vrai que quand il y a des moments où tout d'un coup ça va mieux, on est content. Ouais. Écoutez, ça fait du bien. En tout cas, ça se voit que vous êtes bien. Voilà, vous avez bonne mine et ça fait plaisir. Moi qui n'ai pas trop vu le soleil, qui ai plutôt vu la lumière de ce studio. Je bronze très vite. Moi, je n'aime pas trop le soleil. Je me mets sous un parasol, mais je suis un ashkénaze qui noircit, alors que mon épouse, qui est marocaine, alors elle bronze beaucoup moins que moi. C'est vraiment, c'est pas normal. Ceci dit, on va casser les clichés parce qu'effectivement, il y a pas mal d'ashkénazes qui bronzent beaucoup. Moi, j'avais un grand-père bien ashkénaze et il avait le teint comme vous. Oui, c'est ça. Et donc, alors quoi de mieux pour fêter votre anniversaire, hein. Évidemment, je vous souhaite, je vais vous dire ce que je vous souhaite, le succès, l'amour, et comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans, sinon c'est pas un bon anniversaire, voilà. Ouais. Et comme cadeau d'anniversaire, vous vous offrez un beau cadeau, une expo qui s'appelle Animalement Vôtre. Je pouvais pas m'en empêcher, hein. C'est bien. Ça, vous avez vu, j'ai les références. Oui, hein. oui. Il s'agit donc d'une magnifique expo photo qui se tient ce week-end du 27 au 29 septembre à la Halle des Blancs-Manteaux. Je crois que vous avez l'habitude d'exposer là-bas. Non, en fait, c'est la deuxième fois que j'expose là-bas. Ouais. Oui, j'ai exposé le trimestre dernier là-bas aussi. Alors, le vernissage aura lieu donc demain à 17h. Ouais. Et on va expliquer un peu cette expo qui allie vos deux passions, c'est-à-dire la photo, qui est votre passion que vous faites de plus en plus ces derniers temps. Oui, mais c'est une passion de jeunesse. J'ai commencé la photo, j'avais 17 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment une vieille passion. Et puis, je la lis avec une autre, encore plus vieille passion, qui est la passion des animaux, que là, j'ai depuis que j'ai 10-12 ans. Je suis un fou d'animaux. Et mon premier métier était vétérinaire. Et donc, voilà, j'ai fait un voyage, c'était juste avant la Covid, en Afrique du Sud. Un rêve. En fait, j'avais jamais fait de safari. Je pensais que c'était un truc à touristes. Oui, j'avais pas envie de me retrouver avec. J'ai l'impression qu'on amenait les lions devant, qu'on amenait les éléphants devant. Alors qu'au contraire, faut aller les chercher. Alors que pas du tout. En fait, j'ai vécu un truc en Afrique du Sud comme ça qui est extraordinaire. Effectivement, on est en Jeep et il faut aller les chercher. On peut ne pas voir ce qu'on veut voir, d'ailleurs. Alors, j'ai eu la chance de vivre la même chose que vous, donc je vois très bien de quoi vous parlez. Et c'est vrai que dans un safari, comme ce que vous avez vécu, on sent vraiment l'instant présent. Ouais. Il n'y a rien d'autre qui compte. Oui, puis on cherche, on regarde partout au fond, on essaie de repérer s'il n'y a pas un rhinocéros quelque part derrière les forêts là-bas au loin, une panthère dans les arbres quelque part. On cherche vraiment. Vous qui connaissez bien les animaux, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que c'est vraiment bien fait la nature parce que vraiment, ils sont bien cachés. C'est vraiment un vrai camouflage, leur peau. Ils sont super cachés. Plusieurs fois, j'étais sûr de voir un rhinocéros et c'était un joli rocher. Et des fois, c'est le contraire. Et des fois, ça peut être le contraire, oui. Et donc, vous en avez profité évidemment pour shooter. Vous avez amené votre matériel sur place. Comment ça s'est passé ? Voilà, j'ai amené plusieurs appareils photo, des téléobjectifs. C'est important que Olympus m'avait prêté d'ailleurs. Oui. Ils ont été très sympas. Ils m'ont prêté tout un matériel absolument incroyable de prise de vue pour animaux, pour faire des safaris. Et je me suis régalé à guetter les lions, à guetter les rhinocéros. Alors on dit les Big Five. Alors on dit le Big Five. Vous étiez donc au parc Kruger, j'imagine, peut-être ? J'étais au parc Kruger et puis dans un autre parc aussi, un parc privé un petit peu plus à l'est, sur l'océan Indien, dans une autre réserve. Effectivement, le Big Five, c'est les buffles, les lions, les éléphants, les panthères et les rhinocéros. C'est ça. On n'est pas obligé de pouvoir les voir tous. Parce oui, évidemment, c'est difficile. Voilà, ils sont pas toujours là. D'ailleurs, en vrai, je crois que les Big Five, à l'époque, c'était pas pour les prendre en photo, c'était plutôt pour les chasser, en fait. Oui. Donc, la signification était moins jolie, mais maintenant, on garde la signification un peu plus légère, voilà. Ouais. Et donc, vous avez. Alors, il y a une spécificité dans cette exposition, c'est qu'on les voit pas comme d'habitude, ces animaux. Non, parce que d'abord, je suis pas un photographe animalier. Moi, j'ai rencontré un très grand photographe animalier qui s'appelle Kyriakos Katsiras, qui passe 6 mois sur la banquise pour photographier des ours blancs, 6 mois dans un coin en Afrique. Il pose son appareil. Il sait qu'il va y voir le soleil à tel moment qu'il va faire un rayon là. Il y a un arbre au fond et il attend des heures, des jours qu'un troupeau d'éléphants passe à l'endroit où il veut qu'il passe pour déclencher son appareil photo. Ça, c'est ça, un photographe animalier. Comme les reporters de documentaires animaliers, d'ailleurs, aussi. Oui, vraiment, ils attendent, ils sont à l'affût, tout ça. Bon, moi, je n'avais pas le temps. Je peux pas passer 6 mois sur la banquise ou 6 mois en Afrique.
Vraiment, c'est peut-être une prochaine passion. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ah bah oui. Faut aussi que je les photographie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, on a passé quelques temps et voilà, à attendre les animaux ou aller les chercher. Et j'ai ramené effectivement des clichés qui sont très différents parce que voilà, comme je suis pas un photographe animalier, j'ai voulu créer quelque chose d'un peu plus conceptuel. Alors on voit une trompe d'éléphant avec ses pattes à côté. On voit une hirondelle à côté d'une trompe d'éléphant. Elle tournait autour. C'est l'hirondelle que j'ai pris avec cette trompe. Ou juste 2 pattes d'éléphant qui se lèvent, les 2 pattes arrière. Il a une marche amble et tout d'un coup, il a une sorte de légèreté, cet animal énorme comme ça. Tout d'un coup, quand il marche et qu'il lève ses 2 pattes arrière, c'est comme Hardy, vous savez, avec Laurel et Hardy, quand ils dansent tous les deux. Hardy, on en revient. Oui, c'est une référence pour vous, Laurel et Hardy. C'est une référence pour moi. Pour moi, je ne suis pas sorti de Laurel et Hardy depuis ma jeunesse. Mais c'est vrai que quand on voit un éléphant de plusieurs tonnes comme ça, tout d'un coup, lever ses pattes et on a l'impression de voir Hardy qui danse comme dans... Il y a un vrai décalage, en fait. Far West et tout. Et voilà. Donc, j'essaie de choper des petits moments comme ça, particuliers de tous ces animaux. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on les voit vraiment de très, très près, comme si c'était un peu des boucs, pas de comédiens, mais d'animaux, en fait. Oui, des morceaux. Comme si on avait vraiment un animal devant. D'ailleurs, il y a une photo que j'ai tirée pour quelqu'un qui la voulait de 2 mètres par 1,50 mètre. C'est juste une patte avec la trompe et on a vraiment l'impression d'avoir l'animal devant soi, en fait. Ouais, c'est impressionnant. Justement, vous qui, donc, comme vous l'avez précisé, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez une formation donc, de vétérinaire parce que vous aviez une grande passion familiale. Hein, ça a été transmis par votre maman. Oui. Pour les animaux. Oui, absolument. Ma mère adorait les animaux et je pense que ça a été vraiment un moyen de me rapprocher d'elle, d'avoir une vraie communication avec elle, ces animaux. Elle adorait les oiseaux. On avait plein d'oiseaux à la maison. Je suis un fou de poissons aussi. Ça peut paraître bizarre, mais j'adore les poissons. Et d'ailleurs, vous les photographiez beaucoup aussi. Et je les photographie moins, mais par contre, j'en poste beaucoup sur Facebook. Oui, c'est ça. Je mets tous les vendredis plein de poissons que je fais choper sur Internet, en fait. Et je mets ça. Et puis, alors, une fois, j'ai oublié et les gens m'ont écrit « Mais alors, les poissons ?» C'est mignon. Alors, j'ai été les chercher parce que les gens attendent maintenant ces photos de poissons. Et ma mère, oui, avait un aquarium. Et un jour, elle m'a dit, je vais 13 ans, 14 ans, est-ce que tu veux pas qu'on remette l'aquarium en eau? T'as envie de poissons? Et je le fais avec elle. Et depuis, j'ai des aquariums chez moi depuis ce temps-là. Je n'ai jamais arrêté d'avoir des poissons chez moi. C'est mignon d'avoir cette passion commune avec sa maman. Et puis du coup, vous continuez vous partagez ça avec vos enfants également? Alors ils sont moins, ils aiment bien. De toute façon, ils ont été habitués à avoir des poissons, des chats à la maison tout le temps. Donc les enfants, ils sont habitués à avoir les animaux. Et puis aussi, ils ont été habitués à ce que je leur montre souvent plein d'animaux. Ouais. Quand on allait à la campagne, on allait regarder les biches et les cerfs. On allait voir les lapins, on allait voir les lièvres, les chevreuils. Enfin, on allait toujours voir des choses dans la nature. Et puis après, on a fait beaucoup de plongées sous-marines. J'ai mis toute la famille à la plongée. Ah oui, j'allais justement vous demander si vous-même vous plongiez. Oui, j'ai mis tout le monde à la plongée. On a fait des grandes plongées en famille un peu partout. On a été voir des tas de gros poissons et des petits poissons. Mais c'est bien pour l'ouverture d'esprit, ça. Oui. Ça demande une certaine sensibilité d'être comme ça. Je pense que c'est important. Moi, je pense que que les enfants et cette approche de la nature, c'est quelque chose de capital. Il n'y a pas que les animaux, les plantes aussi. Oui, bien sûr. Comme j'ai fait mes études vétérinaires, on avait des études de botanique en même temps dedans, donc j'aime beaucoup les plantes aussi. Donc c'est l'importance de l'écosystème, des fleurs, tout ça. L'harmonie entre les êtres. Voilà, montrer aux enfants quand ils étaient petits qu'il y avait un bourdon qui arrivait près des lavandes, et je leur montrais qu'il allait polliniser, qu'il prenait le pollen. On allait presque jusqu'à caresser le bourdon, d'ailleurs. C'est vrai. Bon, alors ils m'ont dit, mais t'es malade, ça pique et tout. Non, mais faut savoir s'approcher du bourdon. Faut savoir les apprivoiser. Mais c'est vrai que vous êtes allé assez loin dans cette première vocation, on va dire. Oui, j'ai fait veto. Ouais. Et parce qu'en plus, vous n'aviez pas opéré sur n'importe quels animaux, vous avez opéré sur des félins, des tigres, dans des cirques. Oui, alors j'ai eu la chance quand j'ai fait mes études vétérinaires d'avoir un mentor que tout le monde connaît beaucoup, qui est Michel Klein, qui faisait toutes les émissions à la télé, le vétérinaire connu. Et il se trouve que Michel, en fait, était un ami de ma mère, qu'il était réfugié pendant la guerre à Toulouse, et ma mère était aussi réfugiée à Toulouse. Et ils se sont connus pendant la guerre. Voilà. Alfred Nakache était passé par Toulouse également. Et donc, ils se connaissaient depuis ce temps-là. Donc, quand
voilà, quand j'ai eu envie de faire veto, ma mère, évidemment, en a parlé à Michel, et j'ai donc eu la chance de travailler un peu avec lui et d'aller opérer des tigres chez Bouglione, ou d'aller opérer des élans du Cap, tout ça, à Thoiry ou au Cirque Gruz. Vous qui avez fait justement cette expérience et qui vous êtes tourné après sur le cinéma, ça vous a pas donné envie justement de mettre des animaux dans un film comme a fait Jean-Jacques Hano? Mais en fait, il y a des animaux dans tous mes films. Oui. Toujours, il y a un chat, il y a des poissons. Oui, bien sûr. Il y a des trucs. C'est vrai, les poissons, je m'en souviens. Et quand j'ai fait Is No Good, en fait, quand j'ai fait Is No Good, en fait, je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de filmer des cavalcades de dromadaires. J'avais le fantasme de Laurence d'Arabie. Et je me suis dit, c'est un film que vous aimez beaucoup. C'est un film que j'aime beaucoup, et notamment toutes ces cavalcades avec les dromadaires. Et en écrivant Is No Good, je me suis dit, je vais me régaler, je vais aller filmer les dromadaires. C'est trop mignon. Alors, j'ai envie de faire de plus en connaissance avec vous, m'amuser un peu, parce que comme vous êtes un autodidacte, un auteur, etc. Et puis un homme qui aime rire aussi, parce que c'est quand même le rire qui vous a amené à ce métier formidable. Ouais. On va jouer un petit jeu. Ah. Alors, je vous donne 3 mots que vous me placerez dans l'émission, dans la conversation, quand vous voulez. D'accord. D'accord. Et vous me donnez 3 mots aussi. Je commence comme ça, je vous mets sur la voie, ok? Alors, évidemment, on va commencer par gefilte et fiche. Percuter et lendemain. Je vous donne la petite liste. Ouais, d'accord. Voilà. Et Merci. au moment où vous placerez ça, on entendra ce petit buzzer. D'accord. À vous de m'imposer 3 mots de votre choix. Ah, alors, chocolat. Ah, très bien ça. Alimenté. J'ai mis un Vous verbe avez aussi. faim ou quoi? C'est l'heure du goûter. C'est gefilte et fiche qui m'a... Ça a ouvert l'appétit. Ça a ouvert l'appétit tout de suite. Ça, voilà. Et puis, alors, un troisième mot, chanson. Allez, c'est parti. On a toute l'émission pour le faire. Bon, avant ça, évidemment, comme tout invité que je reçois, eh bien, je dois vous recevoir comme il se doit. Tapis rouge. Alors pendant ce tapis rouge, vous pouvez intervenir, vous avez un petit buzzer devant vous. Si je dis une mauvaise information, voilà le petit buzzer jaune qui est devant vous. Si jamais je me trompe, pas de fake news, comme ça on est sûr de ce que je raconte. Donc c'est parti, cher Patrick. Je dois vous avouer que c'est particulier pour moi de vous recevoir aujourd'hui, parce que sans le savoir, vous avez marqué plusieurs de mes premières fois. Je vous rassure tout de suite, je dissipe tout malaise, je ne parle pas de première fois romantique, non, je m'explique. Tout d'abord, vous ne le savez certainement pas, mais vous êtes une de mes premières personnes que j'ai interviewées de ma vie. Ça se passe il y a maintenant quelques années, lors de la première édition du festival Rire contre le racisme. Ça semble si loin, mais ce festival serait le bienvenu aujourd'hui. Et faisant partie de l'équipe organisatrice, j'étais chargée d'aller vous interviewer dans vos bureaux à Neuilly-sur-Seine. Et déjà à l'époque, vous n'aviez pas froid aux mots et vous parliez de manière engagée, d'autant plus en ayant coécrit un film dénonçant le racisme, L'œil au beurre noir. Ouais. Autre première fois, qui remonte à encore plus loin, je vais au cinéma et je tombe amoureuse d'un film où des enfants sont drôles, font des vannes, vivent des aventures, se bagarrent dans un film. Génial, mes parents divorcent. Oui, je fais partie de ces enfants qui s'imaginaient dans ce film et qui rejouaient toutes les scènes dans la cour d'école avec leurs copains. Et pourtant, mes parents vont bientôt fêter leurs 50 ans de mariage, donc tout va bien. Mais vous avez réussi à rendre marrant le divorce et je pense que ça a sûrement aidé pas mal de gens et pas mal d'enfants. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir été marquée. Vous avez un message. Bonjour Patrick, c'est Sandra Lucci et je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi aujourd'hui que je fais ce métier, le métier d'actrice. Et oui, dans les années 90, je découvre ton film Génial, mes parents divorcent et là, mais c'est le déclic, c'est la vocation qui naît. Et d'ailleurs, je connais encore toutes les paroles. Hey, José, t'as été où en vacances? Oh là là, m'en parle pas, j'ai passé 2 mois au Portugal, la galère. Voilà, tu vois, même 30 ans plus tard, 30 ans, oui, c'est ça, 30 ans plus tard, je connais encore les paroles. Donc merci d'avoir inspiré toute une génération et surtout merci aussi du café que nous avons pris ensemble parce que je t'avais contacté sur Facebook pour te dire ça et tu avais été adorable. T'avais pris du temps et ça, je l'oublierai jamais. Merci d'exister. Ouais, c'est touchant. Ouais. Mais c'est un film qui a fait du bien à plein de gens. D'ailleurs, c'était mon premier film. Je savais pas trop comment ça se passait, les relations entre les spectateurs et un réalisateur. Et
dès la sortie du film, j'ai reçu des sacs postaux de courrier. C'est incroyable. Le facteur, tous les jours, m'a amené des sacs. Il y avait le Père Noël qui venait vous gâter de gentils il amenait mots. des lettres de parents et d'enfants. Ouais. Les parents me remerciant parce que le film avait créé un dialogue avec leurs enfants. Mhm. Et puis les enfants aussi me remerciant parce que tout d'un coup, ils pouvaient parler du divorce avec leur... Donc moi, je croyais qu'un réalisateur recevait des sacs postaux comme ça. Et en fait, c'était juste avec Génial, mes parents divorcent. Ça s'est jamais reproduit. C'est trop avec les mignon. autres Oui, films. vous avez commencé, la barre était déjà très haute. Ouais. Pour Non, commencer. c'est un film touchant. Puis alors, comme c'était mon anniversaire hier, j'ai reçu hier un message, un petit SMS du petit garçon qui joue dedans, Adrien, qui jouait le rôle principal. Vous pouvez rappeler Que son j'ai nom. pas vu, Adrien Diran, qui jouait le rôle de Julien. Je l'ai pas vu depuis très très longtemps, Adrien. Qui faisait le fils de Patrick Bouchité et de Clémentine Célarier. Clémentine Célarier, ouais. Et il m'a envoyé un petit message hier pour me fêter mon anniversaire et il me dit, écoute, je viens de montrer le film à ma fille Lola, qui a 9 ans, parce qu'il est maintenant papa. Et il était très très heureux de voir sa réaction et que le film lui plaisait comme C'est lui avait extraordinaire. aimé faire ce film il y a 35 ans. Mais d'ailleurs, vous-même, vous aviez vos enfants qui jouaient dans ce film quand ils étaient. Alors, il y en avait un un garçon qui était bébé, qui avait 1 an. C'est celui qui fait le bébé, il avait 1 an, celui qui fait mon bébé dans le film, Ouais. voilà, Ça a dû être marrant. c'est son film à lui. Ouais. Et puis 9 mois, c'est le film du deuxième, parce que mon deuxième fils... Chaque enfant, Ilan et Jonas, c'est voilà, ça. Ilan, j'ai écrit le film quand mon épouse était enceinte, et c'est son échographie qu'on voit dans 9 mois, et c'est lui qu'on voit à la fin du film, le petit bébé qui... Vos films suivent votre vraie vie, c'est vraiment très Ouais. touchant. Donc c'est vrai qu'ils ont l'âge de vos enfants, ces films. Les films ont l'âge de mes enfants. Je me repère par rapport aux dates du film, par rapport aux anniversaires de mes enfants. Alors c'est vrai que cette gentillesse dont tu as parlé, cette comédienne Sandra Lucci, cette douceur, c'est vraiment quelque chose qui transparaît chez vous. Et déjà, il faut faire preuve de douceur pour soigner des animaux. Hein. C'est avec beaucoup de soin que vous avez poursuivi vos études de vétérinaire. Et finalement, tout était écrit, car c'est au cours de théâtre de l'école de Maison-Alfort que pour la première fois, vous allez connaître cette sensation de faire rire les gens. Quelle claque, quel shot d'adrénaline. Hein. Vite, remettez-moi une dose et vous décidez de vous écouter et de plonger vers cette nouvelle passion. Mais vous n'êtes pas du genre à attendre le coup de fil, vous. Alors vous allez vous créer des pièces, des rôles, des films sur un plateau. Silence on tourne, génial, mes parents divorcent, carton, 9 mois, recarton, plus adaptation avec, s'il vous plaît, Hugh Grant et le génie absolu de l'humour, Robin Williams. Hi. And what brings you here then? Well, I never get a chance to work with people in Russia. Oh, it's more of the sort of technical side. No, animals. Alors c'est pas grave si vous ne comprenez pas chez vous, mais j'avais juste envie qu'on entende les vraies voix de ces deux immenses acteurs. Et évidemment une grande pensée pour Robin Williams. S'en suivra la grosse production Is No Good avec une grande partie des plus fameux comédiens humoristes français. Ah, j'aurais aimé être une petite souris sur un de vos plateaux, parce que déjà je me dis que comme vous aimez les animaux, vous m'auriez pas écrasé. Et par ailleurs, je suis curieuse de voir avec quelle bienveillance vous dirigez les comédiens pour qu'ils soient justes. Et être juste, voilà quelque chose qui vous caractérise. Être juste dans le jeu, bien sûr, à l'écran ou sur scène, et être juste dans la vie. Juste car vous avez un profond sens de justice, ce sens que tous les enfants de juifs errants portent en eux, comme pour réparer les horreurs du passé, qu'elles aient eu lieu en Pologne ou en Ukraine, pour votre maman et votre papa, mais aussi, désormais, réparer les injustices du présent, en dénonçant haut et fort les absurdités, les contre-vérités, en faisant perdurer ce devoir de mémoire, ce devoir d'identité. Et pour cette voix que vous élevez, je vous remercierai jamais assez. Merci Patrick. Non, mais je trouve ça normal. Moi, évidemment, je déteste l'injustice. Et ce qui se passe depuis le 7 octobre est tellement révoltant. Toutes ces fake news qu'on voit, toute cette réécriture de l'histoire. Moi, je peux pas être silencieux. Ouais. Alors, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, je peux pas m'empêcher de râler, de vous manifester. De manifester. On va reparler de ce combat ensemble dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve tout de suite avec mon invité, le tendre et bienveillant Patrick Braoudé. Mais tout de suite, on a le Flash Info avec Etanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Une frappe israélienne a visé un commandant du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est la 4e frappe menée en une semaine sur cette banlieue de la capitale, fief du Hezbollah, contre des responsables du groupe libanais pro-iranien.
Alors que plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, appellent à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, le corps blindé de Tsahal annonce avoir achevé un exercice de simulation d'incursion au Liban. Depuis lundi, plus de 22 000 personnes ont fui les bombardements au pays du Cèdre en se réfugiant en Syrie. C'est ce qu'indiquent des sources de sécurité locales. Plusieurs ONG annoncent avoir lancé des collectes d'urgence en soutien aux Libanais déplacés en raison des bombardements contre des cibles du Hezbollah. Nous débloquons 100 000 € pour venir en aide aux familles déplacées, précise notamment le Secours populaire sur son compte X. Le président américain Joe Biden a annoncé qu'il allait donner à l'Ukraine des armes de longue portée, sans toutefois mentionner le feu vert espéré par Kiev pour tirer vers la Russie ces missiles fabriqués aux États-Unis. Il a également appelé à la tenue d'un sommet de haut niveau avec 50 alliés de l'Ukraine en Allemagne en octobre. Enfin, en France, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale tenait ce matin une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires. Réunion organisée après qu'un collège de Marseille ait été criblé d'impacts de balles. Anne Genetté, son ministre délégué également chargé de la réussite scolaire, ont ainsi dû annuler leur premier déplacement prévu dans la matinée en Seine-et-Marne. Merci Tanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous sur Radio J pour la suite du Annabelle Show avec mon invité, le tendre et drôle comédien photographe impressionniste Patrick Braoudet. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient et pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Le 7 octobre 2023 a changé à jamais le destin d'Israël et du peuple juif, qui font face à une nouvelle réalité. Dimanche 6 octobre 2024 à 15h à Paris, nous, l'ensemble des institutions sionistes, des organisations communautaires et des collectifs citoyens, nous allons rendre hommage aux victimes du terrorisme du 7 octobre. Ensemble, nous allons exprimer notre solidarité avec le peuple d'Israël dimanche 6 octobre à 15h à Paris. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bienvenue à tous, nous sommes de retour dans le Annabelle Show. Si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de cette émission avec le comédien, réalisateur et photographe Patrick Braoudet, qu'on peut retrouver ce week-end dans cette expo photo Animalement Vôtre à la Halle des Blancs Manteaux. Et ça commence dès demain, 17h, donc du 27 au 29, la Halle des Blancs Manteaux dans le Marais. Avant cette pause info, on évoquait donc évidemment le 7 octobre et vous me parliez de ce besoin viscéral de faire éclater la justice et la vérité que vous avez en vous. Oui, parce que voilà, on assiste à une réécriture de l'histoire. Ouais. Et ça, c'est insupportable. Nous, on peut pas tolérer ça. Effectivement. C'est impossible. Bah, surtout parce qu'on sait que ça existait, parce qu'on a des vrais témoignages. Parce qu'on a des témoignages, parce qu'on sait, et puis qu'on voit que tout est en train d'être réécrit. Donc, si nous, on lutte pas, qui va le faire, hein? Mais ceci dit, ce que vous dites, c'est vrai, mais en même temps, tout le monde ne s'est pas manifesté comme vous. Certaines personnes ont préféré rester plus discrètes, donc c'est... Chacun sa personnalité, sans doute. Effectivement. Et moi, je pouvais pas rester silencieux. C'est un devoir par rapport à votre patrimoine familial, par rapport à vos parents, vos grands-parents. Vous avez senti comme ça ce besoin pour leur mémoire ? Oui, bien sûr, absolument. Moi, vous avez dit, mon père est né en Ukraine, alors il y a très longtemps, hein, avant la Révolution russe, en 1911, il y a longtemps, et ma mère est née en France, mais toute sa famille venait de Pologne. Donc, pendant la guerre, du côté de mon père ou du côté de ma mère, il y a eu beaucoup de déportations. J'ai pas connu mon grand-père paternel, ma grand-mère maternelle qui sont morts à Auschwitz. Et du côté de ma mère, il y a eu ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes déportés. Enfin, il y a tout ça. Et évidemment, ça fait partie de. C'est dans votre dans vos gènes. C'est moi, ça fait partie de moi. Et donc, ce qui est en train de se passer quand on voit qu'il y a eu à nouveau un pogrom.
le 7 octobre, on peut pas rester silencieux. On ne peut que dénoncer ça. C'est ça. Voilà. Surtout parce qu'il y a des gens qui croient pas, donc il faut convaincre. Voilà, c'est compliqué. Mais c'est fou ce mot. Il faut convaincre. On en est là, quoi. Ouais, on en est là. Comme si c'était un argumentaire commercial, alors que c'est juste des faits. C'est juste des faits, mais il y a tellement... il y a une propagande qui vient de l'Iran, du Qatar, extrêmement puissante. Ouais. On voit bien ce qui se passe dans les universités américaines. Tout ça, on voit bien que c'est financé. Bien sûr. Tout d'un coup, dans les universités, ils sortent c'est pas venu tout seul. Ils sortent des tentes, elles ont toutes la même couleur. Ils ont reçu des lots. Et c'est pas leur tente. C'est pas leur tente qu'ils avaient chez eux dans leur chambre. Chez leurs parents. Ils ont reçu des lots de tentes, des lots de drapeaux. On sent qu'il y a un financement de tout ça. Donc, en fait, ce qui est fou, c'est comment on assiste à comment c'est arrivé petit à petit et que ça s'est installé insidieusement et que c'est là finalement bien en place maintenant, quoi. Oui, donc il y a un boulot énorme. Ouais. Et puis il y a un boulot aussi par rapport à la transmission, par rapport aux enfants, aux petits-enfants qui sont les premiers spectateurs de ça maintenant aussi. Ouais. Enfin, les enfants, ils ont vu à la maison ce que c'était la Shoah. Je crois que la transmission. Bien sûr. Elle a été faite. Mais je parle des petits-enfants. Vous parlez des petits-enfants. Ouais. Oui. Alors moi, j'ai une petite fille, une première petite fille, et puis bientôt, je vais avoir un autre. Félicitations. Un autre, merci. Dans peu de temps. On les embrasse dans le ventre et on embrasse la petite fille. Évidemment qu'on doit. De toute façon, on est un peuple de transmission. Ouais. On ne fait que transmettre. De toute façon, on est un maillon d'une chaîne. C'est ça, depuis la nuit des temps. On transmet. Donc, justement, vous, par rapport à votre enfance, vos parents vous parlaient de ça. Comment vous de cette histoire Est-ce que c'est des choses qu'on vous a racontées ou ça restait dans la pudeur? C'était pas de la pudeur, c'était une tristesse, c'était un non-dit. Le mot Auschwitz, on n'avait pas le droit de le prononcer chez moi. Ouais. Ça réveillait tout de suite une tristesse chez mon père, une tristesse chez ma mère. Et ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, ils ne voulaient pas en parler. Ouais. Ils ne voulaient pas raconter. C'est des choses que ils ont, comme beaucoup de juifs à cette époque-là, après-guerre, ils n'ont pas voulu raconter à leurs enfants. Il y a des grands non-dits comme ça. Bien sûr. Donc moi, je fais partie de ces moments où il y avait des non-dits, des tristesses à la maison. Mais vous savez, finalement, moi, je suis devenu le comique de la famille. Je faisais rire parce qu'en fait, il y avait une dépression familiale. Ouais. Il y avait la tristesse de ma mère. J'avais besoin il fallait que je fasse rire ma mère. Mais c'est extraordinaire ce pouvoir, en fait. Donc vous êtes le résultat. Prenais le passoire, je la mettais sur ma tête. Je faisais que des conneries et je la faisais rire. Pour désamorcer tout ça. Mais oui, pour lui apporter un peu de joie avec la tristesse familiale qu'il y avait en fait. Voilà. Et c'est ça qui vous a... Et comme ça, elle riait, puis elle était heureuse, et puis elle pouvait faire du gefilte fish. Bravo. Magnifique. Alors là, vous avez réussi à alimenter le jeu. En même temps, ça vous a... Ce qui est extraordinaire dans la transmission, c'est que justement, vous êtes le maillon d'une chaîne et vous, à votre manière, vous transmettez. En y rajoutant, c'est peut-être aussi cette touche à vous de fantaisie, d'humour. Oui. Mais de toute façon, voilà, chacun... on doit transmettre, voilà, on fait partie de cette chaîne de transmission et puis chacun le fait avec sa personnalité. Justement, on va revenir sur le petit Patrick que vous étiez. Retour en enfance. Comme vous venez de le dire, eh bien, vous essayez d'être le rigolo de la famille, quoi. Vous étiez fils unique ou vous aviez Non, moi j'étais le petit dernier. Le petit dernier. Ça aussi, j'ai une grande sœur qui a 7 ans de plus que moi et qui est née... Elle est née en 1947. Alors, vous vous rendez compte, c'est 2 ans après la guerre. C'est 2 ans après ce cataclysme, ce cataclysme familial, les disparitions dans la famille, tout ça. Donc, ça n'a pas été simple pour elle, parce qu'arriver tout de suite après, avec une dépression qu'elle a, elle a morflé, on peut le dire. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'était compliqué. Bien sûr. Et puis après, j'ai eu un frère. Donc, il y a un autre petit garçon qui est né avant moi. Mon frère, qui était donc le premier petit garçon qui naissait après-guerre, avec plein d'espoir sur lui aussi, et tout ça. L'aîné garçon de la famille. L'aîné garçon de la famille.
pour moi, après, c'était plus cool parce Voilà. qu'évidemment, j'étais le petit dernier. Vous n'aviez pas de pression Il n'y avait sociale. aucune pression. Et puis, je suis né donc en 54. C'était 9 ans déjà après-guerre. Et il se passe déjà un peu du temps. Donc, C'est ça qui est fou quand même. moi, je peux déconner. Je peux être le marrant de la famille, alors que les autres sont plus sérieux. Ouais. Eux, ils ont subi beaucoup plus Les traumas. que moi les traumas de la Shoah. Moi, j'arrive pour vous en avez enlever les soupapes un peu, tout ça. Ouais. J'arrive. Et eux, d'ailleurs, ils ont pas été dans cette voie artistique. Non, enfin, alors, non, ma sœur, elle est psy et tout ça, mais elle peint. Elle peint quand même. Elle a besoin de désamorcer, à sa manière. D'exorciser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes chez les Juifs. On a beaucoup de choses à désamorcer. Elle fait des trucs très colorés, vraiment des machins, tout ça. Un jour, je lui dis, mais c'est super, ça représente quoi, là, ce chemin, plein de couleurs, des arbres, tout ça. Et elle me dit, c'est le train qui part à Auschwitz, tout ça. Je dis, mais t'as mis beaucoup de couleurs quand même. Elle dit, ça me fait du bien. Mais en fait, pour elle, c'était ça. On dirait un court-métrage que vous dites. Oui, on dirait un sketch. Oui. Et voilà. Moi, en voyant ce truc, je n'avais pas percuté. Oui, bien sûr. Bravo! Ouais. Oh là là! Mais il me les place comme ça. Voilà. Que c'était ça qu'elle dessinait, en fait. Voilà. Et vous avez une chanson qui a bercé votre enfance? Une chanson douce que me chante. Elle est assez révélatrice, cette chanson. Ouais. Comme je l'ai dit quand je parle de vous, il y a vraiment cette douceur qui transparaît. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même dans Génial, mes parents divorcent, on sent votre voix toute douce comme ça quand vous parlez. Je me rappelle de cette scène où vous prenez la sucette à la petite fille. Là. Et il y a vraiment une espèce de douceur naturelle qui vous caractérise. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent. Et alors ma voix, c'est très bizarre parce que moi, j'avais l'impression d'avoir une voix blanche. D'ailleurs, quand j'étais jeune acteur dans les cours de théâtre, on me disait ta voix, ça va pas du tout. Et on m'avait conseillé d'aller voir un ORL. J'avais été voir un spécialiste de la voix. Phoniatre. Phoniatre, qui m'avait passé des tuyaux dans le nez pour aller voir. Il m'a dit, mais vos cordes vocales ne tapent pas comme ça, elles font comme ça. Donc votre voix, elle va pas du tout. Il faut faire de la rééducation avec une orthophoniste pour changer votre voix. Enfin, c'était terrible. J'avais l'impression d'avoir une voix de je sais pas quoi. Et bon, finalement, je les ai pas écoutés. J'ai continué avec ma voix. C'est ce qui fait votre identité en même temps. Et ce qui en plus fait mon identité vraiment en plus. Ouais, mais oui, mais c'est marrant parce que et donc c'est vrai que cette chanson, je trouve que ça vous ressemble tout simplement. Et vous savez, cette chanson, c'est pareil. Alors c'est vrai que c'est une chanson évidemment que j'ai beaucoup entendue chez mes parents, mais quand mon épouse était enceinte du premier, des Jonas, et même d'après Dylan aussi, moi je leur chantais une chanson douce sur le ventre. Je leur chantais cette petite chanson là. Et je me souviens quand ils sont nés. Je leur ai chanté la chanson et ils ont levé la tête. Ils reconnaissaient cette chanson. C'est trop mignon. À peine ils venaient de naître. Ils disaient, c'est lui qui chantait si mal. C'est lui qui chantait avec cette voix, avec les cordes vocales qui se gueulaient pas. Mais j'espère que vraiment, il ne va pas nous chanter ça tous les jours, que je vais avoir le lendemain un peu plus calme. Oui, vous avez élevé vos fils à la chanson. Voilà. Alors, donc... Vous êtes enfant, vous êtes bercé par Laurel et Hardy. Ouais. C'est quelque chose, ce comique, ce duo, ça vous anime. Eh bien, tu peux être fier de ton idée. Nous faire venir du fin fond de l'Amérique jusqu'en Suisse pour vendre des pièges à rats. Mais qui t'a donné cette idée? J'ai pensé qu'il y aurait plus de rats ici que n'importe où. Et pourquoi y aurait-il plus de rats ici que dans n'importe quelle autre contrée? Mais ne fait-on pas plus de fromage ici? Oh! Te rends-tu compte que nous sommes en Suisse depuis 15 jours et que nous n'avons pas vendu un seul piège à rats et que nous sommes fauchés? Nous sommes quoi? Nous sommes fauchés! On entend donc un extrait des Montagnards. Des Montagnards sont là. C'est un des premiers films que vous avez vus? Oui, mais j'ai vraiment le souvenir encore. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu dans le préau de l'école. Ils avaient mis un grand écran, ils avaient passé un film et c'était Les Montagnards sont là. Donc je me souviens tous les enfants assis dans le préau en train de regarder, mais on éclatait de rire. Et ce film, Les Montagnards sont là, je me le regarde de temps en temps, il me fait toujours autant rire. Il y a des scènes exceptionnelles de ces deux acteurs que j'adore toujours autant. Ils vous ont inspiré pour écrire
vos propres scènes, vos propres gags. Ils m'ont inspiré vraiment pour des gags dans les films. Ouais. Des trucs, des conneries. Mais d'ailleurs, des tartes à la crème, des machins, des trucs, des gens qui tombent, des gens qui se prennent une porte dans le nez. Oui, tout ça, évidemment, ça. Justement, ça oui. regarder. C'est vrai que d'ailleurs, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, juste avant, il y a une scène de claques. Et dans Génial, mes parents divorcent, il y a pas mal de claques aussi. Il y a des claques, il y a aussi ça dans 9 mois, des moments. Moi, voilà, dans tous mes films, j'aime toujours un moment mettre des gags, filmer des gags comme ça qui se passent. Et ça, oui, ça vient de Laurel Hardy, ça vient de Jerry Lewis, ça vient de Chaplin, ça vient de tout. Ouais, vous aviez des références, des bonnes références, quoi. Oui, des grands maîtres de l'humour. Et vos parents, ils vous partageaient de la culture ou c'est quelque chose que vous êtes construit tout seul en découvrant comme ça? Non, ils me partagent vraiment. Mais mon père, c'était vraiment un commerçant. Il était dans les chemattes. Il était très pauvre dans le textile. Pour traduire aux séfarades. Il est arrivé. Ses parents sont venus d'Ukraine en 1913 en France. Extrêmement pauvre. Mon père, il était dans le 11e et ma mère était dans le 11e. Ils se sont rencontrés dans le 11e arrondissement. C'était vraiment des petits juifs immigrés qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient rien du tout. Vraiment. Et mon père, il a à peine été à l'école. Il est arrivé en France, il avait 2 ans. Il a été à l'école française, mais il en est parti, il avait 8-9 ans pour commencer à travailler. Il n'a pas fait d'études du tout. Et ma mère, pas non plus, elle est devenue couturière. Enfin, voilà, il y avait pas cette génération qui résistait, qui survivait, quoi. Survivait, mais le théâtre, il connaissait pas. Voilà, donc vous vous êtes tout ça, vous êtes créé votre petit monde à vous, quoi. Oui. Avec aussi les films du vendredi. Avec les films du vendredi soir, des ciné-clubs, comme ça, c'était super. Puis j'habitais pas très loin de la cinémathèque aussi, donc j'allais aussi à la cinémathèque, j'allais au ciné-club du lycée. Voilà. Et j'ai donc vu beaucoup de films. Et donc justement, vous faites cette fameuse école de vétérinaire. Et là, comment vous rentrez dans cette école de théâtre? Vous aviez ça en vous déjà? Vous aviez déjà testé le théâtre ou c'est vraiment à ce moment-là? Non, mais pas du tout, parce que vraiment, comme je vous disais, avec mes parents, on a été au théâtre 4-5 fois dans ma jeunesse. On allait voir Robert Derry. Voilà, on allait voir des Vos gueules les mouettes, des trucs qui étaient très drôles en plus. Mais mes parents, ils n'avaient pas la culture du théâtre du tout. Et puis au lycée, j'avais des potes en première terminale qui étaient dans la troupe du lycée, qui jouaient des trucs. C'était trop sérieux. Oh là là, c'était des théâtreux, comme on dit. C'était casse-pied. À chaque fois, on était obligé d'aller les voir. Ouais, vraiment, c'était terrible. Voilà. Soporifique. Et donc soporifique. Mais j'entre à l'école vétérinaire parce que c'était ma passion, que je voulais être véto. J'ai passé le concours. J'ai travaillé pendant 2 ans avec une amie. On a travaillé beaucoup, vraiment pour intégrer l'école. Il fallait bosser. Et donc, on a la chance d'intégrer tous les deux l'école de Maison-Alfort la même année. Et elle adorait le théâtre. Mais vraiment une passionnée de théâtre. Elle me dit, mais tu veux pas qu'on monte une troupe de théâtre à l'école vétérinaire, tout ça? Moi, je lui dis, le théâtre. J'avais que des souvenirs épouvantables. Donc, pour moi, c'était pas question. Oui, mais bon, comme elle avait envie, on n'était pas ensemble, c'était vraiment une copine. Une pote, vraiment. Et je dis, OK, si tu veux, on monte une troupe de théâtre. Bon. Donc, on a monté un truc, tout ça. J'ai contacté un ami d'un ami qui a dit, mais moi, je vais vous mettre en scène, on va faire une pièce. Et donc, on répète pendant cette année scolaire, qui est la première année à l'école vétérinaire. C'est drôle quand même pour quelqu'un qui n'était pas là-dedans du tout, quand même, vous montez le truc. Pas du tout c'est là-dedans. Vous qui montez. Avec elle, beaucoup, qui avaient envie, comme ça. Et donc, on joue une pièce à la fin de l'année qui s'appelle Je veux voir Miusov, que la troupe de Fabry avait joué au théâtre. Celle-là, je l'avais vue avec mes parents. C'est une pièce de boulevard russe, à mourir de rire. On monte ça, on joue au théâtre de Maison-Alfort, évidemment, parce qu'on était à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Je rentre sur scène, et là, les gens morts de rire. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et je les faisais rire. C'était incroyable. C'était extraordinaire. Et donc, je suis sorti de scène après, quand la pièce était finie. Vous étiez en train de voler. Ah ouais, complètement. Et je me suis dit, mais j'ai découvert un truc. Et en sortant, je me suis dit, oh là là, mais je crois que je veux plus être véto, je veux être acteur. Je ne raconte pas comme on dit en yiddish. D'aller dire ça à ses parents. Je venais d'intégrer l'école. Ils étaient fiers, qui n'avaient pas fait d'études, d'avoir leur fils qui a intégré une école, une grande école nationale comme ça. Ils étaient ultra fiers que je sois à l'école vétérinaire. C'était réglé déjà. C'était réglé. Le petit dernier, merci, au revoir, bisous. Donc, et moi, je me disais, mais attends, si je sors de l'école à 24 ans, je pourrais plus faire le conservatoire parce qu'on a le droit de faire que jusqu'à 22 ou 23, je sais plus. Et je leur disais,
je savais pas quoi faire, leur dire je veux arrêter veto, ils auraient été tristes. Alors j'ai dit bon, je vais faire le bon fils. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait l'école vétérinaire jusqu'au bout, j'ai passé mon doctorat, mais une fois sorti, je me suis inscrit dans un cours de théâtre et là j'ai été vers mon autre passion, en fait. Et finalement, les choses se sont passées assez rapidement après. Ouais, en fait, oui, c'est finalement oui. Alors j'étais toujours veto quand même à l'époque, je gagnais ma vie comme vétérinaire, donc la journée j'étais au théâtre et puis les mains dans les animaux et le soir les pieds sur scène. Voilà, et puis enfin, un jour sur deux j'étais à la clinique, un jour sur deux j'étais dans une école de théâtre. Et puis à la clinique, il arrive un truc, il y a une dame qui arrive un jour en larmes avec une enveloppe, et dans l'enveloppe il y avait des poils de son chat. On lui avait enlevé son chat et on lui demandait 10 000 francs de rançon pour rendre le chat. Elle pleurait évidemment, elle était en larmes et tout. Et moi, je me suis dit, mais je riais, je dis, mais il y a une pièce à écrire là-dessus. Et comme je m'intéressais au théâtre à cette époque-là. Oui, il y a un boulevard à faire là. Donc, j'allais beaucoup au café-théâtre. Il y avait la Veuve Pichard avec Martin Lamotte, Renaud, Lanvin, etc. Il y avait. Et puis c'était la grande époque. Le Splendide, c'est la grande époque du café-théâtre. Donc, j'ai écrit une pièce de café-théâtre qui s'appelle Du ronron sur les blinis, qui est l'histoire de mecs qui enlèvent des chats pour avoir des rançons, tout ça. Et je monte ça au point-virgule, en fait, le petit point-virgule qui est... et donc, ça sort de cette vraie histoire de cette dame. Et ça sort de ce truc-là. Je sais plus, il y a longtemps, je sais plus trop. Mais moi, j'ai écrit cette pièce, et puis, donc, c'est la première pièce qu'on joue, voilà, et la pièce a un succès, pas tout de suite, c'était très dur. On a vraiment galéré. Mais la pièce, au bout de quelques mois, elle explose. Ah, c'est génial. On est complet tous les soirs. Donc vous avez connu ce truc-là de la pièce qui commence avec 3 spectateurs et qui finit par... Mais pire que ça, Annabelle, des fois il y avait un spectateur et des fois on ne jouait pas. On a commencé la pièce en mai 81. En mai 81, il y a quelqu'un d'autre qui commence. C'est Mitterrand. Et juste avant, c'était juste avant l'élection. Donc en fait, personne n'allait au théâtre. C'est marrant. Tous les journaux ne parlaient que des Russes qui allaient arriver avec le couteau entre les dents, la gauche qui allait pour le pouvoir. Bien sûr. Enfin, on ne parlait que de politique, il n'y avait rien pour le théâtre, il n'y avait aucun article pour le café-théâtre. Du coup, rien. Au mois de mai, pas de spectateurs. Juin, pas de spectateurs. Tout d'un coup, des fois, il y en avait un dans la salle. On était 4 sur scène. On disait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, mes copains ils disaient, on ne va pas jouer, on joue, il est seul. Normalement, il faut être plus nombreux. Normalement, il faut être plus nombreux. Oui, et je disais, mais c'est pas grave, cette personne, elle est venue, elle est seule, on va jouer pour elle. Allez, et puis on jouait la pièce parce que tout d'un coup. Et ça a duré comme ça après les législatives. Donc, mais en fait, pour dire au public, les périodes d'élection, c'est une catastrophe pour les comédies. Vous qui avez joué des années plus tard, chaque période d'élection, ça cristallise les tensions, les gens ne vont pas au théâtre, donc c'est plutôt une période où il vaut mieux pas être programmé. Ah oui, c'est horrible. Ouais. Donc non, j'ai vécu ça. C'est magnifique. Et donc, vous avez connu ce premier succès. On reviendra après sur le reste de vos succès, mais j'ai envie d'en savoir plus. On a parlé de cette transmission, justement, et de cette importance des valeurs familiales. Vous avez dit vous avez été le gentil garçon et vous avez d'abord fait vos études avant de vous lancer dans le grand bain. Donc, j'aimerais en savoir plus sur ce que vous ont transmis vos parents. Quiz. Portrait craché. Alors j'aimerais savoir, parce qu'on a parlé de vos parents, physiquement vous ressemblez plutôt à votre papa ou votre maman? Non, plutôt j'ai pris le côté polonais du côté de ma mère. Et moralement du coup, côté polonais ou côté Ukraine? Et moralement, j'ai pris des deux vraiment, je pense. Ouais. Justement, quel est le trait familial, je dirais, que vous transmettez de génération en génération, que même vous voyez, que vous avez pu transmettre à vos enfants vous-même? Un trait de caractère. Alors, je pense que je leur transmets quand même le fait de ne pas être trop sérieux, que la déconnade, c'est quand même important. Mais je pense leur avoir transmis une certaine gravité aussi. En fait, c'est l'humour juif que vous avez transmis. Pour être. On peut résumer ça comme ça. Parce que comme on l'a dit, il y a cette. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a de nombreux artistes, humoristes juifs, parce qu'il y a cette urgence de savourer le présent et d'avoir du recul en même temps.
et de pas se prendre trop au sérieux, de se moquer de soi beaucoup. Effectivement. Ouais. Maintenant, si vous étiez... Ah, tiens, ça, je crois avoir la réponse. On vous a souvent confondu avec... Avec qui on vous a souvent confondu physiquement? Ah bah, alors physiquement... non, vous allez dire Hollande. Non, mais vous ne lui ressemblez pas du tout. Mais je lui ressemble pas du tout. Non, je lui ressemble pas du tout. C'est parce que Bernard Stora cherchait quelqu'un pour son film La Dernière Campagne. Et puis alors on lui a parlé de moi et voilà. Mais du coup, c'est assez drôle quand même parce que je me souviens que quand Hollande est passé, mes enfants m'ont dit, tu sais quand même, t'as un truc de lui. Une sorte de bonhomie. Si jamais il y a un jour un truc sur Hollande, c'est toi qui feras le rôle. Ils ont eu le flair. Hein. Il m'avait dit ça. Il pourrait être de bons agents. Alors, si vous étiez une arme de séduction massive, qu'est-ce que ce serait? Une arme de séduction massive, c'est quoi votre atout? Ça existe, ça. Ouais. Ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être tout ce que vous voulez. Je crois que c'est la douceur dont vous parliez, en fait. Bravo. La douceur comme le chocolat. Si vous étiez une qualité. Qualité... Ça, c'est le silence de l'humilité. Oui, alors peut-être l'humilité. Ah, très bien. Peut-être la sincérité. Un défaut maintenant? La mauvaise foi. Ah oui? Oui, ça peut être terrible. Elle peut être terrible des fois. Ceci dit, dans vos personnages que vous avez joués, il y a souvent de la mauvaise foi. Oui. Absolument. J'adore jouer la mauvaise foi. Vous aimiez bien jouer aussi un peu les... Oui, c'est vrai. Les teigneux, les râleurs, ceux qui s'énervent un peu pour rien. C'est vrai. Du coup, c'est surprenant quand on vous connaît en vrai, en fait. Pour les enfants qui vous ont vu dans Génial, mes parents divorcent. Si vous étiez une émotion. Si j'étais une émotion. Voilà. Je sais pas. La tristesse. Un animal. Ah. Quel est mon animal préféré finalement avec tous ces animaux que j'adore? Mais vous-même, c'est pas forcément votre animal préféré, mais c'est vous. Vous savez, j'ai écrit un scénario, il s'est pas fait, mais c'était un mec très écolo et qui avait des totems. Et il était sûr que comme plein de, il lisait des trucs sur les chamans, donc il pensait qu'il était un ours ou un loup ou un truc comme ça. Et tout d'un coup, il entend un animal dans la forêt qui lui parle. Alors, il le cherche et c'est un ver de terre en fait. C'était juste un ver. Lui, en fait, il pensait être un ours, mais il était un ver de terre. Ah oui, c'est... Voilà. Et vous pensez être quoi alors? Un truc entre les deux? Pas ce ver de terre. Je sais pas, un poisson, tellement j'aime la mer. Ah, voilà. Bah écoutez, en tout cas, c'est pas les poissons qu'on va retrouver dans votre expo, mais c'est bien les animaux de la savane. Dans Animalement Vôtre, venez admirer les photos de Patrick Braoudé du 27 au 29 septembre à la Halle des Blancs Manteaux. On vous retrouve dans quelques instants pour la cerise sur le gâteau de cette émission. Et en attendant, on va retrouver le journal de Etani Belaïch. A tout de suite. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient et pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 356e jour de guerre en Israël sur le front nord, une ressortissante française de 87 ans est décédée après une forte explosion dans un village du sud du Liban, annonce le Quai d'Orsay. L'immeuble dans lequel elle résidait à Tyr s'est effondré sans donner de précision quant à l'origine de l'explosion derrière l'effondrement du bâtiment. La France n'a pas connaissance d'autres victimes françaises à ce stade dans le reste du pays selon le ministère des Affaires étrangères.
Les attaques du Hezbollah contre le nord d'Israël se poursuivent. Les alertes à la roquette ont encore retenti dans plusieurs localités de Galilée cet après-midi. C'est dans ce contexte que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a approuvé la poursuite de l'activité offensive de Tsahal contre le groupe chiite au Liban. Plus tôt, Tsahal a mené une frappe ciblée contre le chef des forces aériennes du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, menace de retirer son parti de la coalition gouvernementale si l'État hébreu accepte le cessez-le-feu au Liban. Déclaration faite à l'issue d'une réunion avec les députés de son parti d'extrême droite, Otzma Yehudit, cet après-midi. La chose la plus élémentaire et la plus compréhensible est que lorsque votre ennemi est à genoux, vous ne lui permettez pas de se relever, mais vous travaillez à le vaincre, a-t-il affirmé. Plutôt, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a nié tout processus de négociation avec le Hezbollah pour une trêve au Liban. Explication avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Après avoir fait annoncer qu'il donnait son feu vert pour l'étude de la proposition, donc une source à l'intérieur du cabinet du Premier ministre, Benjamin Netanyahou a dû faire machine arrière face au déluge de réactions hostiles de son gouvernement et même au sein de son parti, le Likoud. En réalité, les discussions en vue d'une trêve sur le front nord avaient bien commencé. Le chef du gouvernement en avait chargé Ron Dermer, son ministre des Affaires stratégiques, qui est aussi son plus proche conseiller. Dermer, qui doit d'ailleurs rencontrer aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais l'annonce de la proposition de trêve a été faite par la Maison-Blanche à 4h du matin, alors que Benjamin Netanyahou venait de décoller pour New York, où il doit prononcer demain son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est pendant ces quelques heures de silence radio que ces ministres ont pris la parole. On en saura réellement plus sur la position du chef du gouvernement israélien quand il aura discuté directement avec ses interlocuteurs occidentaux. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Du côté de la bande de Gaza, l'armée israélienne a éliminé plusieurs assaillants du 7 octobre dans le territoire la semaine dernière. Souleymane Aboulafi, impliqué dans le trafic d'armes à destination de Gaza et dans des attaques en Judée-Samarie notamment, a été tué par une frappe de drone. Son frère, Abdullah Aboulafi, membre du djihad islamique, a également été tué dans l'attaque selon l'armée. Dans le même temps, près de 15 terroristes ont été éliminés par les troupes de la 162e division à Rafah ces dernières 24 heures. Un tribunal bulgare approuve l'extradition vers la France d'un des 3 Bulgares recherchés pour les actes de vandalisme commis en mai contre le principal mémorial de la Shoah à Paris. Georgi Filipov, 35 ans, est accusé d'avoir laissé des traces de mains rouges sur le mur des justes du mémorial qui répertorie 3900 personnes honorées pour avoir protégé les Juifs pendant l'occupation nazie de la France durant la Seconde Guerre mondiale. L'acte de vandalisme a été perpétré dans un contexte de tension accrue en France liée à la guerre en cours à Gaza. Enfin, en France, des impacts de plomb ont été découverts en début de semaine par des agents de nettoyage sur les vitres du collège Mallarmé à Marseille, situé dans un quartier touché par le trafic de drogue. Des mesures de sécurité ont été prises immédiatement, a détaillé Pierre-Édouard Collier, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, lors d'un point presse. Des policiers sont présents tous les jours devant l'entrée du collège et à proximité de l'établissement. Écoutez. La mobilisation de la police nationale, elle est jour et nuit sur l'ensemble du territoire. Donc évidemment, de jour et de nuit pour lutter contre les trafics, et très visible à l'entrée des élèves et à la sortie des élèves pour assurer tout le monde. Les présences de la police sont permanentes et on n'a pas de date de fin. Elles seront là tant que nécessaire. On ne va pas abandonner le terrain. Il est hors de question de laisser l'idée se répandre que la police ne serait pas présente aux côtés du corps enseignant, aux côtés de la communauté éducative pour garantir que cette rentrée scolaire qui s'est bien passée continue comme ça et que chacun puisse poursuivre son travail paisiblement et dans les meilleures conditions de sécurité au collège Mallarmé. Pierre-Édouard Collier, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, lors d'un point presse cet après-midi. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous sur Radio J pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie du Annabelle Show avec mon invité Patrick Braoudet. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J.
Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Radio J dans le Annabelle Show avec Patrick Braoudet qui nous présente son expo photo Animalement Vôtre. Ça se passe du 27 au 29 septembre à la Halle des Blancs Manteaux. Si vous avez envie de voir les animaux comme vous ne les avez jamais vus, allez-y. Vous serez présent donc demain 17h pour le vernissage. Oui. Ben, je serai là vendredi, samedi, dimanche. Tout le temps. Alors, c'est Shabbat, c'est vrai. Voilà, moi je suis chômeur Shabbat en général, mais parfois pour le travail je m'autorise des fois à des petites. Oui, j'ai parlé avec Dieu et voilà, et il s'entend autorise. bien, donc ça va. Mais mon métier d'acteur m'a obligé, c'est vrai que pour le théâtre, évidemment, à être au théâtre le vendredi soir ou le samedi soir. C'est ça. Ça, on peut pas dire, je joue pas le vendredi ou le samedi, les directeurs de théâtre. Ceci dit, pas il paraît que Daniel Lévy avait imposé. Oui. Et au départ, c'était pas passé. Mais il a pas fait de la carrière qu'il aurait dû faire. Oui, peut-être. Mais en tout cas, pour ce rôle-là, ça s'était passé. Mais effectivement, c'est compliqué de. Sur mes films, on travaille du lundi au vendredi. Sur le plan de travail, il y a marqué la première étoile est à telle heure et on s'arrête et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pour le théâtre. Mais pour le théâtre, c'est compliqué. Ouais. J'ai envie de revenir du coup sur ce théâtre. Vous m'avez parlé de ce premier succès du ronron sur les blinis. Revenons sur ce chemin vers le succès. Le parcours. Alors, comment ça s'est fait après? Du coup, vous connaissez votre premier succès théâtral. Comment on en vient après à ce succès cinématographique, aux bonnes rencontres? Bien, en fait, donc moi j'étais véto, je connaissais personne dans le milieu du cinéma. Oui, puis vos parents n'étaient pas là-dedans. Merci, au revoir. Donc vraiment, non, je connaissais personne. Mais il se trouve que du ronron sur les blinis, ça a été un gros succès. Du coup, il y a eu un petit buzz comme ça dans le métier. Les gens se sont dit, tiens, il y a un nouvel auteur. Donc il y a des gens de cinéma qui sont venus voir la pièce, des gens de télévision qui sont venus voir la pièce. À cette époque-là, les gens ils se déplaçaient encore. Oui, c'est vrai. Mais oui. Et vraiment, il y a eu un petit truc comme ça, ce qui fait que assez rapidement, on m'a demandé d'écrire un truc pour la télé. Ouais. Stéphane Collaro m'a demandé d'écrire un des premiers sitcoms en fait pour la télé. Des choses un peu collégiales. Un truc qui s'appelait La Famille Barjot. Ah, c'est marrant. Et bon, c'était horrible, mais bon, enfin non, ça a été dur. Vous avez fait vos armes avec ça? J'ai fait mes armes avec ça. Ouais. Et du coup. Pourquoi c'était horrible? Non, c'était terrible parce qu'en fait. On a écrit ça avec. On était 4 copains à avoir écrit ça. Et nous, on voulait donner un ton très Charlie Hebdo, très. incisif. Ça devait être une famille, normalement une famille française raciste. Donc on pouvait balancer que le second degré, plein de choses sur le racisme. Et au moment où c'est TF1, France 2, je sais plus, enfin, la chaîne a pris en main le truc. Ils ont enlevé tout ce côté-là. Ils ont tout fait au premier degré, ouais. Au lieu de faire au second degré. Du coup, ça devenait une famille raciste sympathique. Donc c'était super dur parce que nous on critiquait au contraire tout ça quoi. Il devenait sympa, donc c'était un peu. Il y avait une mauvaise lecture. Ouais, il y avait une mauvaise lecture. Donc il y a quand même eu 84 épisodes qui ont été faits et tout ça. Mais on était un peu mal. Justement, c'est ce fait de pas maîtriser parce que vous avez donc pas mal écrit avant même de réaliser. Ce fait de pas maîtriser, ça vous a donné envie de vous occuper de tout en fait. Exactement en fait. C'est parce que alors après ce truc-là mine de rien a fait encore un petit écho. Voilà, vous avez pu écrire des films. On m'a demandé, il y a 2 producteurs qui sont quasi en même temps me demander d'écrire 2 scénarios. Il y a eu Black Micmac que j'ai écrit avec Thomas Gilou, qui a été un très gros carton. Et puis il y a eu donc le réalisateur de La Vérité si je mens. Le réalisateur après La Vérité si je mens, absolument. Et puis il y a eu L'œil au beurre noir que j'ai écrit avec Jean-Paul Lilienfeld et qui a eu le César du premier film qui est avec Légitimus Smaïn, un film aussi sur ces 2 films-là parlaient de racisme. Et donc quand même dans toutes ces premières fois il y a toujours quand même un premier succès les 2 ont cartonné et ce qui fait qu'après les gens se sont dit tiens il y a un gars qui arrive et il a l'air de savoir écrire. Et du coup on m'a demandé d'écrire un autre film derrière. La distributrice de L'œil au beurre noir m'a dit est-ce que vous avez dans vos cartons autre chose? Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire un film sur les enfants, sur le divorce, tout ça. Ça s'appellerait Génial, mes parents divorcent. Et elle m'a dit, allez, moi ça me plaît. En plus, ce titre, titre, il est juste extraordinaire. Et pour le coup, ça fait vraiment titre de café-théâtre en vrai. Oui.
Mais je dis ça de manière c'est positive. Hein. Oui, c'était un peu dans la continuité finalement de mon café-théâtre, etc. Tout ça. Mais vous savez, le titre, il a déplu. Moi, j'ai reçu des menaces, des lettres des ligues catholiques, tout ça. C'était des gens puritains. Ouais. C'est une honte d'associer génial avec le divorce. Mais qui peut écrire des choses comme ça? Ah oui, c'est dans les journaux, il y avait des trucs, des insultes. Bon, comme quoi, vous voyez, chaque époque suscite ses scandales. On parle d'autres choses aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'était... Ah non, mais le titre, il a fait scandale à l'époque. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai eu la possibilité de faire mon premier film comme réalisateur. Et oui, vous disiez de vouloir tout prendre en main, toutes les choses. C'est vrai que même si Black Micmac et L'œil au bord noir ont été des vrais succès, n'empêche que quand j'ai vu les films, je disais, mais c'est pas comme ça que je les aurais fait moi si j'étais réalisateur. Il y avait des choses que je pensais quand plus vous drôles avez écrit, vous visualisiez déjà la mise en scène. Ouais. Et du coup, je suis passé à la réalisation, finalement, du scénario à la réalisation, presque... de manière très naturelle. De manière très naturelle, en fait. Ouais, très, très naturelle. Et vous avez retrouvé pas mal de ces comédiens, d'ailleurs. On retrouve dans des petits rôles comme ça, Légitimus, dans Génial, mes parents divorcent. Dans 9 mois, parce que, Pascal, je le connaissais depuis très longtemps. On avait commencé au café-théâtre. Il jouait juste à côté de moi quand je faisais du Rouen chez le Binis. Il jouait au café-théâtre à côté, au Blanc-Manteau. On se connaissait depuis longtemps. Ouais. D'ailleurs, même pour nous, en tant qu'enfants, c'était marrant de voir ces personnes-là parce qu'on les avait déjà vues ailleurs aussi. Donc, on retrouvait des gens qu'on connaissait. C'est vrai que c'était assez amusant. Et du coup, cette expérience-là vous amène dans une expérience qui vous ouvre carrément à l'international. Et avec 9 mois, donc, là, ça passe à l'adaptation américaine. Alors, je pense qu'il doit y avoir deux sensations. Celle à la fois de se dire waouh, j'ai mon film qui part aux États-Unis, et en même temps peut-être aussi cette frustration de se dire c'est pas comme ça qu'il était en français, mais bon. Oui, c'est pas comme ça qu'il était en français. Et j'ai eu un rapport très très convivial et amical avec Chris Columbus qui a fait 9 Months. Et d'ailleurs qui est un autre réalisateur qui a bercé notre enfance aussi, de cette même génération. Ah oui, il a fait tellement de grands films, Chris Columbus, c'est incroyable. Et bon, il a fait sa version, il me l'a fait lire. Je lui ai dit, mais t'as enlevé des scènes, par exemple, qui faisaient beaucoup rire. Pas seulement qu'en France, parce qu'en fait, 9 mois a été présenté aux États-Unis, à Taïwan, au Japon. J'ai suivi le film dans plein de pays. Et à chaque fois, les gens riaient toujours au même endroit, en fait, quelle que soit la culture. Mais bon, en même temps, c'est lui qui faisait son film. Bien sûr. Il avait le droit. Moi, si j'avais fait une adaptation d'un autre film, j'aurais aussi réécrit des choses que j'aimais moi. Mais son film se tient, puis c'est une aventure formidable. J'ai été aux États-Unis sur le tournage. Vous avez fait quoi de voir ces deux comédiens emblématiques? Mais c'était génial. En plus, je suis arrivé sur le tournage. J'avais prévu de venir au moment où il y avait la scène de l'accouchement. Donc, ils étaient tous là. Il y avait Robin Williams, il y avait Hugh Grant, il y avait Julianne Moore. Enfin, tous les acteurs de ce film étaient là. Et c'était super. C'est vraiment des gens très accueillant, simple. Oui, c'est la culture américaine. Je suis arrivé sur le plateau, il y avait la petite lumière rouge à l'extérieur du plateau avant que je puisse rentrer. Je vois ça s'éteint. Je rentre et je tombe sur Hugh Grant, que je connais pas, évidemment. Mais en fait, Chris Columbus avait montré mon film à tous les acteurs. Et j'arrive et Hugh Grant, il fait Oh, Patrick is here. Robin, come. Patrick is here. Et moi, je dis, mais il y a un autre Patrick qui vient d'entrer. C'est qui? Et ils m'ont accueilli. C'était un moment. Avec une simplicité. Une amitié comme ça. Alors que, c'était génial. C'est un super moment. C'est un très beau souvenir. Et puis, ça a permis aussi, le remake de 9 mois a permis quand même à mon père, tout d'un coup, de dire après aux gens, mon fils fait du cinéma. Ah, il a fallu ça. Parce que malgré le succès de Black Micmac, de L'œil au beurre noir, de Génial, mes parents divorcent, il a fallu quand les gens demandaient à mon père qu'est-ce que fait votre fils, il disait il est vétérinaire. Et quand il y a eu le succès du film américain, tout d'un coup il m'a dit bon, je crois que tu as l'air d'être parti pour faire du cinéma. C'est extraordinaire, c'est trop mignon. Et du coup, c'est vrai que ça vous a donné confiance en vous encore plus. Ça vous a permis après de faire Is No Good, avec aussi toute une pléiade. Oui, bien sûr. Je fais une petite accélération dans votre carrière, mais c'est vrai que vous avez cette. Et du coup là,
Est-ce que vous avez il me semble que vous aviez un projet de, justement, toujours à travers la transmission, pour revenir un peu sur votre histoire et puis sur notre histoire à tous. Vous aviez un projet aussi de film, Oui. un Little Miss Sunshine à Auschwitz. Little Miss Sunshine à Auschwitz, oui, on peut dire ça. Vous en êtes où Ouais. de ce... Bon, c'est un film que on a failli faire avec mon épouse, pas cet été-là, mais l'été dernier, parce qu'on a écrit ensemble, on voulait le réaliser ensemble. Oui, qui travaille beaucoup avec vous, qui vous épaule énormément. On a beaucoup travaillé, Gila et moi. Elle a toujours été mon œil sur mon jeu, sur mes films. Moi, j'ai produit son film. On a beaucoup travaillé ensemble. Même chacun sur son projet, on est dans l'autre. En tout cas, là, on avait décidé d'écrire ensemble, de réaliser ensemble. C'est un film qui parle de la Shoah, qui parle des conséquences de la Shoah sur ma génération. Ouais. Voilà. Mais c'est une comédie parce qu'ils sont très charmes, les personnages, ils sont un peu déglingués. C'était un film très drôle. Il y avait Michael Youn, il y avait Sylvie Testu, enfin plein d'acteurs vraiment super et amusants. Et ce film, on n'a pas pu le monter. Ah ouais. Ouais, c'était trop touchy. Parler de la Shoah, on peut faire des trucs si on raconte ce qui s'est passé pendant la guerre. Ouais. Un truc sérieux. D'ailleurs, là, on peut être produit. Et d'ailleurs, ça fait vraiment des succès, même au théâtre. Et ça fait des succès. Et c'est quand même assez fou. Oui, puis là, ça a encore changé. Mais raconter des conséquences sur les générations. Mais peut-être que ça viendra. Peut-être pas tout de suite. Là, on m'a vraiment interdit de faire. Enfin, on m'a pas autorisé à faire le film. Les chaînes, tout ça, j'ai pas eu de financement du tout pour faire ça. Ouais, d'accord. Ouais. Alors mais bon, il y a d'autres projets, c'est pas grave. Écoutez, je l'espère. Hâte de voir ça, en tout cas. Pour finir, on a parlé de vous, enfants, et de cette transmission. J'aimerais finir sur les choses que vous pourriez transmettre à vos enfants, ou que vous auriez pu, si vous parliez à l'enfant que vous étiez, qu'est-ce que vous auriez pu vous dire? Alors, j'aimerais juste vous compléter ces phrases rapidement. Ouais. Parce que, voilà. Le secret du succès, c'est... Ne pas se prendre au sérieux. Ah, on y revient. La clé du bonheur. L'être et pas l'avoir. Surtout, méfie-toi des compliments. Ah, original ça. D'habitude, on a la première syllabe, mais en amitié, il faut beaucoup de sincérité. Ah, l'amour, c'est ce qu'il y a quand même de mieux. Ne t'encombre pas de trop grosses valises. On y revient toujours à ces valises. Et dans la vie, tu ne dois jamais oublier d'où tu viens. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé d'où vous veniez et d'avoir fait ce voyage avec nous à travers à la fois votre parcours familial et votre parcours artistique. On vous retrouve à la Halle des Blancs Manteaux. Voilà. Foncez voir cette exposition très graphique. Ouais, j'y serai, je vous attends. Voilà, foncez voir Patrick Braoudé, il est très gentil, il mord pas. Absolument. Vous pouvez même voir mes photos sur Instagram. Alors voilà, allez le retrouver, abonnez-vous sur Instagram, vous verrez, ça vous donnera une idée. Donc, du 27 au 29 septembre à la Halle des Blancs Manteaux, Patrick Braoudé, Animalement Vôtre. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain avec Didier Bénureau. Je vous laisse avec le Club Imo, c'était Annabelle Chou. Kiss kiss. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.